Moed Altrad, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me recevoir à votre siège à Montpellier. Merci beaucoup. Je vous en prie, Merci de c'est un me plaisir. consacrer un peu de votre temps. Moed Altrad, je voudrais commencer par une citation de Victor Hugo. Et voilà ce qu'il soulignait. L'homme fort dit je suis, et il a raison, il est. L'homme médiocre dit également je suis, et lui aussi a raison, il suit. Moed Altrad, je vous identifie à l'homme fort qui dit je suis. Moed Altrad, qui êtes-vous? Mais vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour Victor Hugo. C'est un des les premiers écrits que j'ai pu lire. Eh bien, c'était Victor Hugo, c'est Flaubert, des monuments de la littérature française. Donc, je suis admiratif pour tout ce qu'ils ont fait. Alors, je suis ou je ne suis pas, c'est une question métaphysique. Ce qui est important, si vous voulez, dans la vie, c'est que on sait ou on ne sait pas. L'homme humble que je suis, il dit, je sais beaucoup de choses, mais en fait, j'en sais rien. Parce que le savoir, c'est un océan très important. Et que, quel que soit notre savoir, notre capacité, notre envie, ambition de savoir, ça reste limité. Donc moi, je me définis comme cette personne-là. Je prends comme exemple le management. Le management, c'est celui qui dit je suis une sommité, j'ai atteint le summum de ce qu'on peut faire en termes de management. Je l'inciterai à être un peu plus modeste. Pourquoi? Parce que le management, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui doit accompagner la vie de l'entreprise, qui, elle, évolue. Pourquoi l'entreprise évolue? Mais tout simplement parce que l'entreprise, ce sont des gens, comme vous et moi, et quelles que soient leurs origines, leurs ambitions, etc., eh bien, l'entreprise va vivre avec ça. Quel que soit le produit que l'entreprise fait, à l'origine, c'est l'homme. C'est l'homme qui l'a conçu, c'est l'homme qui l'a dessiné, c'est l'homme qui le fabrique, c'est l'homme qui le vend, etc., etc. Donc, puisque ça évolue, ce que je sais, à un moment donné, 10 ans après, il sera peut-être démodé, donc je ne sais pas. Vous me faites penser à cette grande phrase de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, ben, vous savez, il a eu des déboires, Socrate, Ah, avec c'est... ça, parce qu'il se baladait dans les rues de Rome et il répétait, je sais que j'en sais rien, etc. Et les juges à l'époque, et ils l'ont mal pris, et ils pensaient qu'il les narguait. Et finalement, non. Et il a été condamné à mort, et finalement, il a été gracié. C'est ça, exactement. Donc je ne vais pas faire comme lui, parce que on va peut-être Non, vous avez me encore une condamner. grande... Oui, oui. Moed Altrad, est-ce que vous pouvez nous retracer très rapidement les grands traits de votre carrière professionnelle? Vous savez, le carrière professionnelle a commencé avant que je termine mes études. Je suivais euh, euh, je suivais un parcours universitaire en informatique. À l'époque, on est en 1975, vous voyez. Et ce parcours universitaire, euh, je voulais créer un des premiers ordinateurs portables. D'accord. Donc, si vous rapprochez ce que j'ambitionnais à l'époque par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je suis dans un groupe industriel à milieu de l'électronique, de l'informatique, etc. Donc, j'ai eu mon doctorat, mais en parallèle, j'ai dû travailler pour vivre et j'habitais à la cité universitaire internationale à Paris pour les étrangers, donc à l'époque. Voilà. Et, euh, et je travaille chez Alcatel, qui ne Oui. s'appelait pas Alcatel à l'époque, la Compagnie Générale d'Électricité. Après Alcatel, qui est Nokia, etc., quoi, toute la suite, quoi. Ensuite, j'ai travaillé chez Thomson, toujours dans l'électronique, l'informatique, de défense. Thomson, c'est
on l'a rebaptisé, Thomson s'appelait Thales aujourd'hui. Oui. Ouais. Et ils font de ça. Après, je suis parti au Moyen-Orient, travailler dans le pétrole, dans l'informatique appliquée au pétrole, à Abu Dhabi pendant 4 ans. Et de retour ici, 4 ans après, eh bien, j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ça fait 37 ans que je fais la même chose. Et vous êtes à la tête du groupe Altra de 42 000 salariés dans le monde environ? Oui, le groupe Altrad, si vous voulez, je pense, un fleuron de l'industrie française. Et c'est pas tellement la taille que vous mentionnez, 42 000 Oui. personnes, peut-être 50 000 bientôt, parce qu'on grossit régulièrement. Peut-être 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est dans une centaine de pays. Donc c'est une vraie réussite, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est comment c'est fait ce groupe-là. Oui. Et c'est ça, en fait, la philosophie vous savez, on peut faire des groupes de 4 milliards, ça existe, même le double, le triple, ça existe. Mais vous savez, c'est comme la cuisine. Hein. Je sais pas cuisiner, mais je sais comment ça se fait, mais je suis pas capable de le faire moi-même. Vous avez les mêmes ingrédients, mais le résultat est le même si vous le faites, je suppose, mieux que moi et que ce que je fais moi. Donc c'est ça, c'est la manière de faire. Partant d'un produit qui est absolument banal, en 1985, c'est la création du groupe Altrad, c'est le rachat d'actifs d'une société en faillite, en échafaudage, que j'ai fait le groupe Altrad aujourd'hui, qui est leader mondial. On est sur toutes les centrales nucléaires du monde, on est sur toutes les plateformes de pétrole et de gaz, dans l'énergie éolienne, hein, vous savez, dans plein de domaines si vous voulez. Donc on est devenu un groupe beaucoup plus... Alors, ce qui nous tend, si vous voulez, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment le résultat, c'est la manière de faire. C'est comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie, vous leur dites, mais pourquoi vous faites ce que vous faites finalement? Parce qu'ils veulent réussir, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, parce qu'ils veulent se remplir la poche. Ça n'a jamais été ma motivation. Ma motivation, c'est mettre les choses dans l'ordre. Avoir de l'argent, ça veut dire que vous avez réussi. Sinon, vous êtes devenu riche de façon, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas la qualifier. Mais par contre, si vous voulez vous remplir les poches, ben, il faut d'abord réussir. Et naturellement, c'est une conséquence, la richesse dans ce cas-là. Et ce n'est pas dans l'autre sens. Je veux avoir l'argent et après, je veux voir si je réussis. Mais je veux avoir l'argent. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est cette manière, si vous voulez, de dire, partir du principe que l'homme, c'est à la base de tout ce qui se fait sur Terre. Il n'y a pas autre chose. Et si on oublie ça, eh bien, on aura un problème. On aura un problème, ça veut dire, vous décidez que l'homme n'est pas important dans la société, ce qui est important, c'est le produit que l'homme fait. Mais il y a un géniteur sur Terre que le produit est produit par l'homme, comme on l'a dit à l'instant. Et j'ai toujours privilégié cette partie-là. Soigner l'homme, motiver l'homme, respecter l'homme, aider-le à être courageux, à être respectueux, etc. Oui. C'est ce qui est important. Ce sont des très belles valeurs que vous véhiculez. Vous parlez de l'humain, de l'homme, mais nous sommes dans un cercle d'anthropologie, donc de la connaissance de l'homme. Quelle est la définition que vous donnez à l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme, si vous voulez, il est né, vous connaissez l'histoire sûrement mieux que moi, il est né imparfait, quoi. Et le premier homme que tout le monde connaît, eh bien, il a choisi d'être imparfait. On lui a dit de ne pas faire un truc et la première chose qu'il a faite, il a transgressé le truc. Donc, on est de cette lignée-là. Oui. Après, suite à ça, si vous voulez, l'homme, on ajoute à l'homme la culture, parce que l'homme, comme vous et moi, nous sommes faits de sentiments, d'émotions, de passions, et surtout d'imperfection. On a beaucoup d'altérité, quoi, vous comprenez?
Donc l'homme, c'est celui-là, quoi. C'est celui-là, c'est cet animal qui, euh, qui est unique sur Terre. Vous êtes unique, je suis unique, etc. Et avec cette altérité, avec ses défauts, ses qualités, cette culture qu'on s'approprie ou pas, cette culture qu'on impose aux autres ou que les autres nous imposent, il faudra réussir avec ça. Et le challenge est celui-là. Chez Altrad, vous avez, je ne sais pas, une centaine de cultures différentes, centaines d'histoires différentes. Mais quelle culture? Pourtant, il faut choisir une culture parce que l'entreprise, c'est le législateur l'appelle personne morale. Vous êtes personne physique, je le suis aussi. Et l'entreprise est une personne morale. Et lorsqu'on dit personne morale, ça veut dire il n'y a personne. Ça veut dire elle a une personnalité. Quelle personnalité, quelle culture vous voulez donner à votre entreprise? J'ai beaucoup écrit sur le sujet et je n'ai pas trouvé mieux que de dire la culture Altrad, c'est la somme de toutes ces cultures-là. Voilà. Mais pour que ça marche, parce qu'on met des choses, ce qui est aimé dans une culture, c'est peut-être détesté dans une autre. Mais il faudra que les mêmes personnes travaillent ensemble. Ensemble, le mot ensemble est important. Et en équipe, comment on fait? Eh bien, il faut accepter l'autre dans sa différence. Et il faut vraiment, il y a un plus a priori et non pas a posteriori. Et en Occident, on n'aime pas ça, quoi. On donne sa confiance, mais on regarde, voilà, quoi. Moi, j'ai toujours privilégié ça. Alors, ça réussit, parfois ça réussit pas. Si vous acceptez de donner votre confiance sans vraiment comprendre, mais donner la confiance a priori, ça va pas être ça ne signifie pas être dupe. Oui, oui. Donc c'est un peu, on regarde quand même, mais pas avec méfiance. Oui. Je vous reçois, je vous connais pas, je vais pas tout vous dire, etc. C'est pas ma nature. Je vous dis, j'essaye de coller, comme on dit, à ce que vous me demandez. Je fais au mieux. Et c'est comme ça que je fais avec mes salariés. Ils peuvent m'appeler tous, et heureusement qu'ils ne m'appellent pas tous en même temps, mais ils peuvent m'écrire et tous, ils m'écrivent. Donc je fais avec ça. Et c'est cette valeur humaine. Pour faire un produit comme les produits Altrad, mais il y en a beaucoup qui savent le faire. Et il y en a beaucoup qui existent. Mais pourquoi ils ne réussissent pas, que Altrad a réussi? Parce que je pense que c'est ce que je vous ai dit. Il y a cet homme dont on doit reconnaître l'existence et la culture. Vous mettez, on a envie de rentrer dans votre groupe vraiment parce que vous mettez l'homme au cœur de votre groupe, vraiment au centre de votre groupe. Tout à l'heure, vous l'avez dit, Maud Altrad, vous êtes, entre autres, vous avez beaucoup de casquettes, mais vous êtes aussi, entre autres, écrivain, vous êtes essayiste. Nous avons quelques de vos ouvrages. En 92, vous avez écrit un très bel ouvrage sur l'art, un certain art du management, à savoir écouter, harmoniser, diriger. Maud Altrad, qu'est-ce qu'un patron pour vous? Est-ce que c'est celui qui écoute? Vous avez parlé de la richesse des cultures dans cette harmonie finalement, mais quelle est la place de l'écoute en tant que dirigeant? C'est très important, si vous voulez. C'est un des défauts des managers d'aujourd'hui. Ils parlent beaucoup. Vous avez une organisation, un organigramme très structuré, très hiérarchisé. Vous allez, je sais pas, à la défense, vous trouvez beaucoup de profils comme ça, et ça donne des résultats, quoi. C'est pas. Moi, je ne suis pas cet homme-là, si vous voulez. Mon organisation est vraiment écrasée et plate, quoi. C'est-à-dire entre, je ne sais pas, un grand groupe américain, par exemple, il a plein de hiérarchies. Et c'est même inconcevable qu'un ouvrier puisse communiquer avec le grand patron ou même un cadre moyen qui puisse communiquer. Donc tout est structuré, tout est hiérarchisé. Mais lorsqu'on dit ça, si vous voulez, lorsqu'on l'accepte, ça veut dire que la parole n'est pas libre, elle est filtrée, quoi. Vous comprenez? Elle est, ça monte rarement, mais ça descend beaucoup, quoi. C'est-à-dire la parole vient de haut, quoi. Et moi, de par ma nature, je suis fondamentalement contre ça. Je pense que
l'intelligence, le savoir peut venir de tous les côtés, quoi. Et dire qu'il y a un homme là-haut, entouré, etc., qui va distiller la bonne parole. Je crois, oui, mais je pense que c'est une erreur de se priver de tout cet apport qui peut exister. Vous regardez le même produit, vous voyez, on a plein de produits. Prenez, je ne sais plus, une bétonnière, parce qu'on fabrique des bétonnières. On est leader mondial de la bétonnière, entre autres, mais c'est une petite activité. La même bétonnière, elle est fabriquée différemment en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Pologne. C'est différent. Mais ça produit le même effet, ça fait de béton, quoi. C'est ça. Ouais. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais parce que les gens, ils sont pas les mêmes, quoi. Et que la bétonnière espagnole, est-ce qu'elle est meilleure que la bétonnière polonaise? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça fait effet, quoi. Non, c'est super, vous avez un magnifique parcours. Moed Altrad, vous n'êtes parti de rien, vous êtes parti de rien et vous l'avez expliqué dans votre magnifique ouvrage, une certaine autobiographie, Badawi. Alors, je voudrais vous poser une question parce qu'on vous sent d'une profondeur magnifique, émouvante aussi. Bah, merci. D'où tirez-vous cette force intérieure qui vous fait avancer? Je pense, si vous voulez, c'est le parcours, quelque part, est miraculeux, vous le savez, né d'un viol, d'un chef de tribu qui viole une jeune fille, on pense qu'elle avait 13-14 ans, quoi. C'est la première fois, ça produit un enfant qui est mon frère, dont le père a voulu garder avec, et par la suite, il l'a tué par maltraitance, quoi. Et ensuite, elle a été violée une seconde fois. Enfin bref, et puis, si vous voulez, cette place là, dans la vie bédouine, c'est une vie primitive. Et très vite, vous êtes confronté à la mort, en fait, tout de suite, quoi, à la disparition, à l'oubli, à l'abandon. Et c'est ça, quoi. Et c'est ça qui a construit. Après, s'ensuit, si vous voulez, ce changement culturel très important. Vous passez d'une vie primitive. Aujourd'hui, les Bédouins existent depuis des millénaires, mais ils ont la même vie. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais il y en a beaucoup encore. Et c'est cette vie-là, quoi. Et puis tout d'un coup, vous avez la chance de vous sédentariser et d'aller à l'école. Et puis vous saisissez cette chance. Cette chance fait que vous allez en ville. Moi, je suis né dans le désert syrien. Vous allez en ville, Damas. J'ai jamais été dans une ville. Je vois des voitures, je vois des choses que j'ai jamais vues, une télévision, la presse, etc. Et tout de suite après, déjà, c'est une forme de métamorphose. C'est ça. Mais après, on vous envoie en France. La France, j'ai jamais imaginé ce que c'est la France, vous comprenez? Mais le pays m'a fasciné. J'ouvre une parenthèse. J'ai lu, avant d'arriver en France, une biographie du général de Gaulle, traduite en arabe. Et vous trouvez cet homme qui est grand par la taille, par le talent, par la pensée, qui part tout seul pour libérer un pays et combattre les Allemands. Il a réussi, ça m'a fasciné. J'ai lu des traductions des écrits de Flaubert, où cette finesse littéraire, ces sentiments, ces émotions qu'il vous transmet, eh bien ça vous accapare, vous êtes accaparé par les mots, vous êtes pris, quoi. Et c'est ça qui... Après, je suis arrivé ici, la réalité n'était pas à la hauteur de ce que j'ai lu. J'ai imaginé, vous voyez, c'est stupide, j'ai imaginé qu'il n'y aurait pas de pauvres en France. Et j'arrive à l'époque, on est en 1970, c'était la première fois où dans ma vie je prends un avion, la Syrian Arab Airlines, et on atterrit au Bourget, parce que Roissy n'existait pas. Et là, je passe les douanes, et qu'est-ce que je vois sur un parterre avec un chien et des gens? C'est des clochards. Et vous voyez, c'est un choc. Un contraste. Après, il y a plein de chocs comme ça, et
et ma chance, si vous voulez, je voulais repartir parce que c'était pas pour moi. Je me sentais mais vraiment étranger, mais je ne pouvais pas revenir dans mon pays parce que j'avais un seul billet d'avion. Et puis revenir vers qui, vers quoi? J'avais plus de famille, quoi. Mon père ne m'a pas gardé, ma mère était morte, etc. Voilà. Donc ce choc, cette transformation, c'est qui a peut-être amené ce que vous appelez la sagesse, mais en tout cas, je ne sais pas si je l'appellerai pas sagesse, mais vous avez peut-être raison, le recul par rapport à la vie, quoi. Oui. Il faut chercher pourquoi on est là, finalement. On est là, on a de la chance, quelqu'un ou une force nous a accordé une parenthèse pour passer sur cette terre. J'ai dit autant, faisons que ce soit la plus belle, cette parenthèse possible. Et puis les choses matérielles, c'est important, je comprends, on a besoin de manger, faire vivre des familles, etc. Mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Ouais. Mais en vous écoutant, je pense à cette phrase du cardinal Newman qui dit « On ne rencontre jamais Dieu au quotidien, mais c'est plus tard en voyant son passé qu'on voit le chemin qu'il nous a tracé. » Absolument. Et vous avez écrit un livre sur Dieu, enfin cette question de l'existence de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans... Elle a été très importante, si vous voulez. Moi avant de venir dans les tribus, ma tribu bédouine, on allait à l'école coranique et on apprenait le Coran par cœur. Oui, donc j'ai presque appris le Coran par cœur. Après, en arrivant, et le Coran vous dit beaucoup de belles choses, si vous voulez, mais c'est un éclairage, si vous voulez, unique en quelque sorte, et il n'est pas ouvert à d'autres cultures. Donc il vous dit que Dieu est unique, que Dieu vous a créé, il a décidé de tout pour vous, il a décidé de votre sexe, du jour que vous allez naître, etc., de l'heure, etc. Et il a écrit toute votre histoire. Et il connaît à quelle date vous allez mourir, comment vous allez mourir. Et il est encore davantage écrit qu'il sait ce qu'il va faire de vous après votre mort. En fait, c'est ça le Coran. D'où la notion de maktoub. Vous savez, le maktoub, c'est celui-là. Mais finalement, moi, j'ai compris ça. Je suis arrivé avec ça, quoi. Et ici, on arrive, on vous dit, c'est pas du tout ça. Dieu est amour, faites au mieux. Vous allez commettre des erreurs, c'est pas grave, mais faites au mieux, quoi. Oui. Mais dans le Coran, on vous dit, après votre mort, il y a le jugement, quoi. On va vous juger, on va mettre de côté les belles choses que vous avez faites et le reste. Et on va voir ce qu'on va faire de vous en fonction de ce résultat. C'est comme un vote, oui. Et comme, voilà. Dans le judaïsme, dans le christianisme, c'est pas ça, quoi, vous comprenez? Donc vous vous trouvez avec une contradiction. Donc pour revenir à votre question, je comprends ce qui est dit, mais je ne sais pas, prendre position, vous comprenez? Mais je n'ai pas envie non plus. Oui. Ça, c'est la force de la culture. Je n'ai pas envie de renier cette culture orientale. Mais alors, vous parlez de Dieu qui nous connaît, le jour de notre naissance, le jour où on va mourir. Moed Eltrad, vous sentez-vous libre ou déterminé? Est-ce qu'on est dans un déterminisme ou vous sentez-vous en grande liberté de faire ce que vous voulez faire? Autrement dit, est-ce que la liberté pour vous existe-t-elle vraiment? Je pense, si vous voulez, là on parle de Dieu, après il y a la philosophie qu'on peut mettre autour de Dieu, de la philosophie entre guillemets. Et Dieu, j'ai les deux versions, si vous voulez. Je schématise, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'on n'a pas le temps tous les deux, et c'est dommage. Et je comprends les positions, je comprends, mais c'est beaucoup plus complexe, etc. Mais pourtant, il faut vivre, il faut naviguer dans tout ça. Je dis, je suis libre, vous comprenez? Mais dans un cadre, finalement. Donc, si vous êtes dans un cadre, vous n'êtes pas complètement libre. Mais par contre, vous êtes dans un cadre, comme une pièce celle-ci, elle est peut-être suffisante pour que vous fassiez des choses,
C'est ça votre liberté, vous comprenez? Et, euh, et les murs, on peut les repousser, on peut Oui, grandir la pièce, on peut faire des aménagements, etc. On peut repousser le plafond, etc. Donc on est libre, mais dans le même temps, on a des contraintes, entre autres, notre condition mm, d'homme oui, qui est c'est ça. limitée, quoi, dans Et le savoir, dans la façon d'être, voilà, dans c'est tout ça. ça. Et Maud Altrad, vous avez forgé, je dirais, votre liberté depuis votre naissance, avec toutes les difficultés que vous avez vécues. Et en lisant Badawi, j'ai pensé à cette grande phrase de Sénèque, du Mm, philosophe Sénèque, je le cite, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mm. mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oui, oui. Pourquoi avez-vous osé? Je pense, si vous voulez, c'est un des slogans. Euh, euh, il faut oser faire, vous comprenez? Mais déjà, oser faire, ça veut dire c'est l'état d'esprit avant de faire, quoi, vous C'est ça. comprenez? Oui, Et c'est ce que je dis à toutes les écoles de commerce ou lycées, etc. À chaque fois que je suis invité, j'ai la liberté d'y aller. Je leur dis ça, mais osez faire déjà. Avant de faire, osez faire. Osez accepter l'idée que vous allez pouvoir faire. Et c'est ça qui est important. Ça rejoint ce que je dis, n'est pas original, parce que Sénèque l'a dit à sa manière. Donc oui, osez faire. Moi j'ai osé. Ma première entreprise, c'était une entreprise qui était en faillite, qui faisait des petits échafaudages qu'elle vendait à des maçons et des artisans. c'est Donc ça. ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, j'ai des très grands clients. J'ai Shell, Total, EDF, Gaz de France, tout ce que vous voulez, ces grands monuments. C'est ça mes clients, vous voyez. Et la défense nationale également. On fait des choses pour ce qu'on appelle Naval Group, c'est le potentiel militaire maritime de la France. On travaille pour eux, C'est ça. quoi, en Oui. quelque sorte. Donc, vous voyez ce décalage entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est pas fait du jour au lendemain, ça fait 36 ans, 37 ans. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez osé faire et que puisque vous avez osé faire, vous avez fait et vous avez fait toute une multitude de petits progrès. C'est pas arrivé du Oui. jour au lendemain, il fallait 37 ans. D'autres, il leur faut plus, 3 générations pour faire ce que je fais. D'autres, il faut excusez-moi le terme, avant, enfin, etc. Moi, ça se trouve que je suis encore là. J'ai fait quelque chose d'unique qui est connu, reconnu, parce que j'ai été reconnu mondialement. Je me vante pas, mais juste je dis ce que s'est passé. En 2015, j'ai été élu meilleur entrepreneur au monde. Donc c'est quand même quelque chose. Mais pourquoi? Mais parce que ce que je vous ai dit, j'ai raconté au jury, parce qu'il y avait un jury Oui. mondial qui appréciait. C'est pas l'entreprise, c'est la manière dont l'entreprise a été faite à votre image. Elle est humaine. Mais humaine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de misère dans notre Mm, vie mm. quotidienne. Il y en a, je vous assure. Tous les jours, vous avez regardé les 20 derniers mois. Ben, moi, j'ai eu beaucoup de morts dans la famille Altrad, quoi, dans le sens le plus large. C'est des collègues de travail que je connais le nom des enfants, les femmes, etc., quoi. Ils sont partis. Et moi, je suis toujours là. Oui, vous êtes Et passé, puis, oui, j'ai dit, c'est dommage. vous êtes passé à côté de la mort de nombreuses fois. Mhm. Angoissez-vous de la mort, à l'idée de mourir? C'est un sujet, si vous voulez. Je dis que je suis réaliste. Oui. Malgré tout ce que je vous dis, je suis réaliste. Je sais que c'est une fatalité. On Mhm. peut repousser, Oui. etc., en faisant attention à ce qu'on mange, pas trop fumer, mais si on fume, etc., pas trop boire, enfin, etc., beaucoup de choses que vous connaissez. Je vous apprends rien à ce niveau-là. Mais je dis, c'est une fatalité. Et je sais que le temps, dans ce cas-là, est un argument pas intéressant, quoi, parce Oui. qu'il est là malgré vous, malgré tout ce que vous faites. C'est une fatalité. Mais dans le même temps, si vous voulez, c'est peut-être ce que je fais, parce que même à mon âge, que je ne connais pas, je sais que j'ai entre 60 et 70 ans.
malgré tout ça, je raisonne sur le moyen long terme. Mais je vous assure, aujourd'hui, je fais des acquisitions pour faire grossir le groupe Altrad, parce que c'est des sociétés qui compléteraient tel métier par C'est ça. rapport. Mais si on achète et on paye des millions pour ça, ou des centaines de millions parfois, c'est pour l'avenir, quoi. Oui, c'est Oui, ça. oui. Quelqu'un d'autre, il dit, non, non, ça fait 37 ans, je réalise, c'est le mot qu'il faut utiliser en économie, je réalise, c'est-à-dire je vends le groupe. J'ai pas envie de ça. Oui, c'est J'ai ça. pas envie parce que j'ai créé une histoire avec des dizaines de milliers d'hommes et femmes. J'ai envie de rester avec eux. Oui. Moed Altrad, malheureusement, l'interview va bientôt s'achever, mais je voudrais quand même vous poser 2 dernières questions. Une toute petite parenthèse, c'est vrai que le plus grand mystère de votre vie, c'est de ne pas connaître le jour de votre naissance. C'est vrai. Grand mystère. Oui, oui. Grand Ben, mystère. dans la vie primitive qui était la mienne, Mhm. ça n'a aucune importance, la Mhm. date de naissance, de toute façon. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'état civil. Il y a C'est pas ça. il faudra se stabiliser pour aller à un endroit qui s'appelle le bâtiment je sais pas, administratif pour enregistrer les naissances et les décès, etc. Mais ça n'existait pas parce que vous voyagez tous les jours et vous parcourez un vaste désert, C'est quoi. ça, oui, Ça oui. part de Sinaï en passant par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Irak, que sais-je encore, le Koweït. Après, ça fait un crochet pour aller dans le désert syrien, pour aller Oui. vers la Mésopotamie et la Turquie, quoi. Et puis, ça n'intéresse personne, quoi. Oui. Et Mais- après on arrive ici, il faut avoir un passeport, etc. Et puis, dans mon passeport, c'est né entre 1900, je sais pas quoi, 1900, je sais pas quoi. Il me semble que c'est avec vos enfants, vous les ont Oui, tirés au ça sort. c'est le jour, c'est le jour. Le jour, oui. Le jour, parce qu'on a tiré, on fait tirage au sort et sorti le 9 mars. Le 9 mars. Ouais. Moi, Daltrad, donc mes 2 dernières questions. Vous êtes à la tête d'un très grand empire. Vous venez de devenir le sponsor officiel des All Blacks. Toutes mes félicitations. Merci. Moed Altrad, êtes-vous heureux? Vous sentez-vous accompli? Vous sentez-vous heureux? Dans quel état d'esprit? Et qu'est-ce que le bonheur pour vous? Oui, c'est difficile, le bonheur. Vous savez, oui, je trouve beaucoup de bonheur dans ce que je suis en train de vous dire que je fais dans mon groupe, parce que je donne du travail à des gens. Je donne aussi du bonheur, mais pas que. Parfois c'est difficile, mais on traverse ces moments compliqués ensemble. Et ça donne un peu de bonheur, si vous voulez, quelque part, de vaincre l'adversité. Après, sur le plan familial, il y a beaucoup de bonheur chez les enfants, mais aussi il y a des situations difficiles, hein, parce que là aussi, c'est pas toujours ce qu'on souhaite. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on souhaite, parce que la perfection n'existe pas, et on est d'accord avec ça. Oui, je ne me considère pas malheureux, quoi. Oui. Sans pour autant répondre précisément à votre question, qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que je corresponds à ce que je dis? Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, le bonheur, c'est le fondement de l'accomplissement, ou est-ce l'inverse? Est-ce qu'il faut d'abord être accompli pour être heureux, ou être heureux alors qu'on s'accomplit? Je me demande si ça ne va pas ensemble, si vous voulez. Le bonheur, par exemple, le bonheur dans le couple, j'allais dire, c'est entre guillemets, c'est un travail, quoi. Oui. Oui. Il y a deux personnes qui se rencontrent, née une passion, et les passions, c'est pas forcément un mot positif. Oui. On dit les passions, parfois c'est destructeur, Oui. vous comprenez. Donc ça se construit, ça se travaille, etc., etc. Et ça connaît sa vie, ça crée sa vie, etc. Donc honnêtement, je ne sais pas. Vous savez, vous me faites parler de philosophie, mais je n'ai pas étudié de la philosophie. Vous êtes un grand philosophe, Moed Altrad. Je ne sais, en tout cas, Vous êtes un frère philosophe. En tout cas, j'essaye de ne pas dire de bêtises quand je mais... dis ce que je pense, ce que je fais. Mais merci. Et ma dernière question, à tous les milliers de jeunes qui vous regardent,
Aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? Je crois que si vous voulez, pour que ce soit dans l'entreprise, dans la vie, dans tout ce qu'on entreprend, osez faire déjà, osez Osez faire faire. et vous allez faire. Les amis, osons faire, comme Oui, le dit notre ami Moed Altrad. Merci beaucoup, c'est moi qui Moed vous Altrad. remercie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer par une phrase de Jean-Yann. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, la grande question n'a jamais été qui suis-je ou vais-je, comme l'a formulé si adroitement notre ami Blaise Pascal, mais plutôt comment vais-je m'en tirer. Ouais, Moed Altrad, je crois que vous vous en êtes vraiment bien tiré et vous continuez à tirer vos salariés vers le haut et vous continuez à mettre au cœur de votre entreprise l'humain. Vraiment. En tout cas, j'essaye, si vous voulez, le groupe n'a pas... La première entreprise, encore une fois, il y a 37 ans, il y avait 200 personnes. Aujourd'hui, vous avez 50 000. Donc, j'ai essayé quand même de coopter des êtres de différentes nationalités, de différentes croyances, cultures, etc. Et les All Blacks, vous savez, ce qui m'a séduit dans les All Blacks, vous faites parler enfin, vous avez mentionné les All Blacks, ce qui m'a attiré par eux, c'est leurs origines aborigènes. C'est des aborigènes. C'est ça. La première fois où j'ai rencontré ils m'ont approché pour devenir sponsor de leur équipe nationale. C'était un des capitaines emblématiques des All Blacks. Il a commencé la réunion, tout comme vous ici, par se mettre debout. Il a 60 ans. Et se mettre debout et jouer le haka devant moi. Mais il ne l'a pas fait pour m'amuser ou amuser la galerie. Il l'a fait, c'est tout son corps qui tremblait, ses yeux qui brillaient, tout son être se mobilisait. Il croyait. Et il chantait le mot de haka. Le haka, c'est dit quoi? Il y a plusieurs versions. Il vous rappelle vos origines aborigènes. Et il vous dit ce que vous avez un héritage. Il vous dit que cet héritage est précieux et que vous n'avez pas le droit de trahir, etc. Oui. Donc ça m'a rappelé parce que à ma façon, je suis aborigène. Le bédouin, c'est un aborigène, je ne connais pas sa date de naissance. Donc il est né nulle part, quoi, finalement. Il est né dans les mêmes conditions d'Abraham, finalement. C'est ça. Oui. Et il y a les chèvres, les moutons, les chameaux, un peu d'eau si on est heureux, chanceux, et puis éventuellement on va trouver de quoi manger. C'est ça, oui. Moi, je suis cette personne-là, mon enfance, mon adolescence, c'est vraiment là. Et c'est pas vieux, quoi. Oui. Et c'est pas vieux à l'échelle de l'humanité. Donc, je me trouve quelque part comme cet aborigène que je suis. Il vous parle comme il vous parle, avec des valeurs humaines. Mais je ne l'ai pas appris au départ, vous comprenez. Moi, j'allais à l'école en cachette. Les Néo-Zélandais, eh bien, c'est un peuple aborigène comme moi. Ils ont été colonisés par les Polynésiens français. Après, il y a plein de civilisations qui sont venues coloniser le pays. Les Japonais, les Chinois, différents types de populations. Et les plus ou moins derniers, c'était les Blancs britanniques, c'est-à-dire anglais, irlandais, etc. Ils sont venus, il y a 2 îles. En Nouvelle-Zélande, il y a 2 îles, du nord et le sud. Et les Blancs, ils ont pris la partie sud, et la très grande majorité noire qui était dans la... Eh bien, ils ont eu la présence d'esprit, si vous voulez, de dire, sortir une loi en 1930, de dire, quelle que soit la couleur, les origines, nos origines, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ils ont évité l'apartheid que l'Afrique du Sud a connu. Et je trouvais que c'était beau. Et les All Blacks, en tant qu'équipe, qui domine le rugby mondial, ça a été créé en 1889.
Mais depuis, ils n'ont pas été excellents comme aujourd'hui. Vous C'est ça. comprenez? Je ne sais pas si vous aimez le rugby. Je ne sais Beaucoup. pas si, J'aime beaucoup. si vous, enfin, vos spectateurs Ah, je regarde beaucoup le rugby. Oui. et aiment le rugby. Aujourd'hui, c'est l'excellence. Vous Mm. prenez les 10 dernières Coupes du Monde, ils en ont gagné 7. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi? Il n'y a pas de raison. Mm. Vous comprenez? Il n'y a pas de raison. Sauf qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, ils ont cherché l'excellence. L'excellence, comme on l'a dit, c'est des petits progrès que vous consolidez chaque fois, un palier, un autre, et puis vous consolidez, ça fait quelque chose de très solide. Et ils savent que rien n'est acquis, quoi. Moed Altrad, vraiment un très grand merci. C'est moi qui Merci vous remercie. pour les belles valeurs que non seulement vous transmettez, mais vous vivez. Merci pour la profondeur de votre humanité, de votre regard et l'amour pour l'humain que vous avez. Merci Vraiment, à vous. merci infiniment Merci à vous et au plaisir. et au plaisir. Merci beaucoup.